Bien, donc bonjour à tout le monde. Nous allons donc poursuivre et terminer aujourd'hui l'étude de la morphologie du système nerveux central en traitant le cerveau et le diencéphale, enfin le télencéphale et le diencéphale. Alors, pour démarrer dans le silence ce cours, un petit mot d'embryologie pour vous rappeler que le système nerveux central se développe au départ à partir d'un tube creux, le tube neural qui se développe à partir de la plaque neurale. On peut en représenter un segment ici, et ce tube creux est rempli d'un liquide qui sera le futur liquide cérébrospinal. La lumière de ce tube neural primitif est tapissée d'une membrane unicellulaire qui formera la future membrane épendymère, donc qui tapisse toutes les cavités cérébrales, et la périphérie est recouverte par les enveloppes méningées, dont la plus profonde, celle que nous allons représenter par convention en rouge, est la pymère. Et ça, il faut vous en rappeler. Bon, manifestement, ça ne les intéresse pas. Il faut vous en rappeler pour comprendre dans le cerveau où se trouvent les cavités liquidiennes qui procèdent des cavités intracérébrales, c'est-à-dire du tube neural primitif, et celles qui procèdent des espaces subarachnoïdiens. L'extrémité rostrale, l'extrémité antérieure du tube neural, va, après la fermeture du neuropore antérieur, se dilater, se développer pour former une extrémité antérieure de tube neural à 3 vésicules primitives. Ces 3 vésicules sont le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Le mésencéphale et le rhombencéphale formeront le tronc cérébral qui avait été étudié la semaine dernière, il y a quelque temps, et c'est aujourd'hui plus précisément les dérivés de la vésicule la plus crâniale, le prosencéphale, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. À un stade un peu plus avancé du développement, les 3 vésicules primitives vont se fragmenter. Ainsi, la vésicule du rhombencéphale va se diviser pour donner 2 vésicules que sont le métencéphale et le myélencéphale qui vont successivement donner naissance au pont et à la moelle allongée. Et à partir de la vésicule prosencéphalique, de chaque côté vont se développer les 2 vésicules télencéphaliques qui vont former les futurs hémisphères cérébraux. Si bien qu'à un stade un peu plus avancé du développement, et toujours sur une vue latérale de l'extrémité supérieure du futur cerveau, les choses se présentent un petit peu comme ceci, avec les 2 vésicules télencéphaliques, droite et gauche, qui se développent comme des évaginations du prosencéphale primitif, qui va prendre le nom de diencéphale. Le télencéphale donnera les hémisphères cérébraux, et le diencéphale constituera les noyaux gris centraux, centrés autour du 3e ventricule, c'est-à-dire grosso modo, le thalamus et l'hypothalamus. Le mésencéphale reste sous la forme d'une vésicule unique, alors que le rhombencéphale va donner naissance tout d'abord au métencéphale, le métencéphale qui va vers l'avant se développer, formant une protubérance à la face antérieure du tronc cérébral, c'est le futur pont, et en arrière de lui apparaît un bourgeon volumineux qui va donner le futur cervelet. Et enfin, vers le bas,
la dernière vésicule va former le mielencéphale, qui est donc la future moelle allongée. Plusieurs points sont à remarquer d'emblée. Le développement très important de la partie postérieure du métencéphale va attirer vers elle la substance nerveuse, si bien que celle-ci va finir par disparaître à la jonction entre le métencéphale et le mielencéphale, créant donc une communication entre les cavités intraneurales et les espaces périneuraux. Et vous avez à cet endroit-là la future ouverture médiane du quatrième ventricule, par laquelle les espaces liquidiens intracavitaires vont communiquer avec les espaces subarachnoïdiens, périphériques donc. Bien sûr, la périphérie et la surface est toujours recouverte par la future pymère, là où les cavités intraneurales sont tapissées par de l'épendyme. Si on représente la même vue, cette fois-ci sur une coupe sagittale, on pourra, à partir du diencéphale, ici, voir en profondeur du plan du tableau le télencéphale droit, que l'on va donc pouvoir figurer ainsi. Et lorsqu'on se place à l'intérieur des cavités liquidiennes intraneurales, on peut passer de la cavité diencéphalique à la cavité télencéphalique par un trou qu'on pourra figurer ici. Et ce trou, eh bien, c'est le futur foramen interventriculaire, foramen décrit par Monro, et qui permet donc de passer, chez l'adulte, de la cavité du diencéphale, qui est le troisième ventricule, à la cavité du télencéphale, qui est le ventricule latéral. Sous le diencéphale, le mésencéphale, donc, dont la cavité apparaît pour l'instant creusée ici, sans particularité. Puis nous avons en dessous le métencéphale, qui va vers l'avant former une protubérance antérieure qui va former le futur pont, et qui, vers l'arrière, se développe de façon très importante, formant l'ébauche cérébelleuse, futur cervelet, et en dessous du mésencéphale, le mielencéphale, futur moelle allongée, dont on voit ici la partie antérieure, la partie postérieure, et vous voyez que, eh bien, sous l'ébauche cérébelleuse, la substance nerveuse commence à disparaître, venant donc constituer une communication entre les milieux intracavitaires et les milieux subarachnoïdiens. Bien sûr, la lumière de ces cavités est tapissée par de l'épendyme, ce que nous représentons toujours par une couverture en bleu, alors que la périphérie est recouverte par les méninges, en particulier ici la pymère, et donc, fait intéressant, en arrière du tronc cérébral, et là où, en dessous de là où s'est développé le cervelet, va apparaître un accolement direct d'épendyme et de pymère, formant ce que l'on appelle une toile choroïdienne. Et c'est donc pour cela que c'est à cet endroit-là que vont se développer les plexus choroïdes du quatrième ventricule. Alors, si maintenant, pour comprendre les phénomènes plus spécifiques d'évolution et la morphologie du cerveau, si l'on prend maintenant, à partir de cette coupe sagittale, une coupe frontale qui passe globalement comme ça, coupe frontale qui passe à travers le diencéphale et le télencéphale, au même stade de développement, eh bien on va pouvoir, autour de la vésicule diencéphalique de départ, comme ceci,
dont la cavité est tapissée d'épendymes et dont la périphérie est tapissée par de l'apimère, retrouver de chaque côté le télencéphale qui, au départ, forme une vésicule ovalaire et dont vous savez qu'elle va s'enrouler d'avant en arrière autour du diencéphale pour venir constituer les différents lobes cérébraux. Et ces structures sont toujours recouvertes par les futurs méninges et les cavités de ces vésicules télencéphaliques sont recouvertes par de l'épendyme. À un stade plus avancé du développement, dans le diencéphale, la croissance du tissu nerveux ne va pas être partout pareille. En effet, la partie supérieure va très fortement se développer, c'est-à-dire cette partie ici, la partie supérieure et latérale, va très fortement se développer pour former le futur thalamus de chaque côté, ce gros noyau gris central, là où la partie inférieure va se développer, mais de façon moins marquée, moins importante, donnant de chaque côté ce qui est situé sous le thalamus, à savoir l'hypothalamus. Et de la même manière que, au niveau du métencéphale, le développement en arrière de l'ébauche cérébelleuse attire la substance nerveuse vers elle et ouvre une toile choroïdienne en dessous d'elle, eh bien le développement des deux thalamus au niveau des parois latérales du diencéphale va étirer la substance nerveuse qui va disparaître au sommet du diencéphale, ouvrant donc une toile choroïdienne, la toile choroïdienne du troisième ventricule, au niveau de laquelle viendront se localiser les plexus choroïdes du troisième ventricule. Et donc, à un stade un peu plus avancé du développement de cette partie du cerveau, eh bien, les choses peuvent se représenter comme ceci, avec, comme vous le voyez, en haut et latéralement, un développement en épaisseur plus important qui va donc donner naissance au futur thalamus et vers le bas, les régions hypothalamiques, avec toujours eh bien, la cavité diencéphalique qui est tapissée par de l'épendyme, la périphérie qui reste recouverte par de la pimère, et donc vous voyez que au-dessus, cet étirement du tissu nerveux va faire apparaître ici une toile choroïdienne. Et c'est pour ça que sur la coupe frontale qu'on va construire tout à l'heure, eh bien vous verrez que les plexus choroïdes du troisième ventricule vont se trouver au sommet, au toit du troisième ventricule. Je matérialise ici le futur V3. De chaque côté, les vésicules télencéphaliques, elles vont se développer, leurs parois vont s'épaissir et elles vont, le télencéphale va se plicaturer. Vous savez, on part d'une vésicule un peu ovalaire et son pôle postérieur va s'enrouler, d'ailleurs avec un peu le thalamus, et ce qui va donner la forme ultérieure du cerveau avec une partie frontale en avant, une partie temporale vers le bas, et entre les deux, la plicature de cette vésicule qui va donner le sillon latéral et au fond de lui, le lobe de l'insula. Et donc ceci, eh bien, sur la coupe frontale, on va pouvoir le représenter quelque chose qui ressemblerait un petit peu à ça. Donc avec, voici donc la vésicule télencéphalique, on ne va pas représenter les deux côtés pour gagner un petit peu de temps, et toujours ces vésicules cérébrales qui sont effectivement
au départ des vésicules creusées par les cavités ici, qui va progressivement diminuer de volume pour venir constituer les futurs ventricules latéraux. Alors on représente le télencéphale, je représente juste un petit morceau ici de la vésicule télencéphalique contralatérale, je ne vais pas tout représenter, hein, de façon à ce qu'on puisse comprendre le principe. Alors toujours, on a des cavités qui restent creusées. Je ne vais pas le représenter comme ça, je vais plutôt le représenter comme ça, je vais le remplir complètement par de la substance nerveuse et avec donc des cavités qui sont tapissées par de l'épendyme. C'est ce que l'on peut représenter ici, et une surface, une superficie tapissée par de la pymère, ce que l'on va schématiser comme ceci, avec donc ici les futurs ventricules latéraux, qui sont donc les cavités du télencéphale. Et on voit se dessiner ici là, le sillon latéral. Bien. Ce qui va se passer à un stade suivant, c'est que, vous le savez, les deux hémisphères cérébraux sont accolés, ils communiquent. Et la communication, elle se fait par le biais de commissures, les deux principales commissures étant le corps calleux et le fornix. Et ces commissures, elles se forment par un phénomène d'accollement entre les deux vésicules télencéphaliques, entre les deux télencéphales, droit et gauche, ce qu'on appelle l'accollement télencéphalo-télencéphalique. Et celui-ci va se manifester par l'apparition d'un épaississement ici visible à la face médiale du cerveau, formant la plaque commissurale qui va aboutir à une fusion sur la ligne médiane des deux télencéphale. Et cette fusion va fermer vers le haut un espace central, marqué ici par cet astérisque, qui va se retrouver coincé entre les deux télencéphales et le diencéphale. Ça, c'est la plaque commissurale. D'ailleurs, cette plaque commissurale va se diviser en une zone du corps calleux au-dessus, une zone du fornix vers le bas, le fornix descendant ultérieurement pour venir se coucher sur les thalamus dans l'étirement du corps calleux et du fornix, se formant le septum pellucidum. L'autre phénomène d'accollement, ça va être celui, ici, de l'accollement entre la face médiale de la vésicule télencéphalique et la face latérale du diencéphale. C'est l'accollement télencéphalo-diencéphalique, qui va grosso modo donner la région des capsules. Et cet accollement télencéphalo-diencéphalique va terminer d'emprisonner, de coincer au centre de la coupe cette zone ici centrale, qui est au départ une zone subarachnoïdienne, extra-nerveuse, extracérébrale, recouverte par de la pymère, qui va se retrouver donc coincée au centre de la coupe, et c'est ce qui explique la constitution de la fissure transverse du cerveau, décrite par Bichat, et c'est la raison pour laquelle, au centre d'une coupe frontale ou d'une coupe sagittale horizontale du cerveau, vous retrouvez une région d'espace subarachnoïdien dans laquelle se trouvent d'ailleurs des veines, les deux veines cérébrales internes, qui sont des éléments assez facilement reconnaissables, par exemple, sur une IRM. OK ? Bien. Donc ça, c'est pour un petit mot d'embryologie, pour expliquer comment vient se constituer l'encéphale et le cerveau. Alors maintenant, une fois que ce petit point d'embryologie est vu, abordons la morphologie externe du cerveau. Alors, le cerveau se présente sous la forme
d'un ovoïde à grand axe antéro-postérieur qui est situé dans la cavité crânienne. Dans l'espèce humaine actuelle, il pèse environ 1,5 kg, masse cérébrale à mettre en relation, ou en comparaison avec les 30 grammes que représente la moelle spinale. Si l'on s'intéresse à la morphologie externe du cerveau, vue de l'extérieur, en vue latérale, orientée crânialement et ventralement, eh bien, le cerveau s'inscrit dans un ovoïde à grand axe antéro-postérieur et va être constitué, va présenter un bord supérieur qui apparaît globalement convexe et dont la superficie apparaît soulevée par des reliefs qui sont dessinés par les gyrus, qui sont ces circonvolutions très contournées dans l'espèce humaine, un petit peu moins chez d'autres espèces, et qui vont marquer la surface du cerveau. Ovoïde donc à grand axe antéro-postérieur, délimité par un bord supérieur convexe et un bord inférieur qui apparaît plat, légèrement concave et qui va reposer sur la base du crâne. À sa surface latérale, le cerveau apparaît creusé par des sillons. Certains sillons sont des sillons particulièrement importants, particulièrement creusés, qu'on décrit comme sillons de premier ordre et qui vont participer à délimiter des lobes. Parmi ces sillons de premier ordre, eh bien, le premier, le plus anciennement décrit dans l'histoire, décrit au XVIIe siècle par Sylvius, eh bien, c'est le sillon latéral. Le sillon latéral est un sillon qui est marqué au bord latéral du cerveau. Il est globalement oblique vers le haut et vers l'arrière. Et ce sillon latéral est constitué d'une lèvre supérieure vers le haut, d'une lèvre inférieure vers le bas. Et lorsque l'on écarte les deux lèvres du sillon latéral, au fond du sillon latéral apparaît un lobe qui est caché naturellement, c'est le lobe de l'insula. Et cette plicature s'explique tout simplement, comme on l'a vu à l'instant sur l'embryologie, par le phénomène de plicature de la vésicule télencéphalique initiale. Le sillon latéral contribue à séparer deux lobes. Au-dessus de lui, le lobe frontal, en dessous de lui, le lobe temporal. Un deuxième sillon de premier ordre, marqué essentiellement à la face latérale du cerveau, c'est le sillon central. Sillon qui a été décrit au XIXe siècle par Rolando. Ce sillon central se définit comme le seul sillon marqué à la face latérale du cerveau et qui se prolonge à la face médiale du cerveau qui sera visible, par exemple, après section sagittale permettant de séparer les deux hémisphères cérébraux. Le sillon central est moins marqué que le sillon latéral, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été décrit plus tard, et ceci est lié aux difficultés de l'étude morphologique du système nerveux central. Le tissu nerveux, vous le savez peut-être, se liquéfiant très rapidement post-mortem, et donc l'étude précise des structures nécessite des techniques d'embaumement et de consolidation des tissus
permettant d'en réaliser déjà une extraction sans l'écraser, et puis ensuite des coupes pour en étudier la structure. Et ces techniques sont apparues plus tardivement. Le sillon central va séparer en avant de lui le lobe frontal et en arrière de lui le lobe pariétal. Lobe frontal en avant, lobe pariétal en arrière. La partie postérieure de la face latérale du cerveau va être marquée par un sillon, toujours de premier ordre, mais moins visible que les deux précédents. C'est le sillon pariéto-occipital, qui va séparer le lobe pariétal du lobe occipital en arrière, et puis très discrètement un petit sillon qui va marquer topographiquement la limite entre le lobe temporal et le lobe occipital. Mais ces deux lobes, temporal et occipital, sont en réalité placés macroscopiquement dans la continuité l'un de l'autre, sans réel sillon clairement individualisable qui permet de faire la différence, de marquer la limite entre ces deux structures. Donc, sur une vue latérale du cerveau, apparaissent les lobes frontal, pariétal, occipital et temporal. Et dans l'épaisseur du sillon latéral, en écartant les deux lèvres du sillon latéral, le lobe de l'insula. Au sein de chaque lobe, des sillons de second ordre vont individualiser des gyrus, qu'on appelait autrefois des circonvolutions. Un terme qui est plus littéraire, mais qui est moins anatomique. Ainsi, dans le lobe frontal, apparaît en avant du sillon central un sillon précentral, donc en avant du sillon central, et dont la caractéristique est que ce sillon précentral ne dépasse pas le bord supérieur du cerveau, et donc on ne le voit pas à la face médiale du cerveau. Et quand vous viendrez en salle de dissection, quand on vous fera les dissections de cerveau, vous verrez que, en préparant un peu les pièces, on le voit tout à fait. Ensuite, en avant du sillon précentral apparaissent deux sillons longitudinaux, un sillon frontal supérieur et un sillon frontal inférieur, sillon frontal supérieur et sillon frontal inférieur, permettant ainsi d'individualiser 4 gyrus. Ces gyrus, vous les connaissez. Nous avons entre le sillon précentral et le sillon central le gyrus précentral, que je vais appeler PC, et ce gyrus précentral correspond au point de départ de la voie pyramidale. Nous avons ensuite, en avant du sillon précentral et de haut en bas, les gyrus frontaux supérieurs que l'on appellera F1, frontal moyen que l'on appellera F2, et frontal inférieur que l'on appellera F3, et la morphologie du gyrus frontal inférieur, F3, avec la lèvre supérieure du sillon précentral qui présente ici ces reliefs arrondis, est définie, se caractérise par un pied en avant, puis par une partie centrale, puis par une tête postérieure. Sur le plan fonctionnel, le lobe frontal se caractérise par deux fonctions. Si on peut résumer le lobe frontal, c'est deux fonctions. Le lobe frontal, c'est la motricité et c'est
la personnalité, le comportement. Et donc, les lésions du lobe frontal, vasculaires, traumatiques, tumorales, tout ce que vous voulez, se caractériseront par deux grands types d'altérations, deux grands types de symptômes, des paralysies, des troubles moteurs, notamment des hémiplégies contralatérales, et des troubles du comportement, notamment des désinhibitions, des troubles de la mémoire, des altérations de la personnalité, dans le cadre de ce que l'on appelle un syndrome frontal. En arrière du lobe frontal, le lobe pariétal va être situé entre le sillon central, en avant, et le sillon pariéto-occipital, en arrière. Sur la face latérale du cerveau, celui-ci est marqué par, tout d'abord, un sillon vertical en arrière du sillon central, c'est le sillon post-central, puis par un sillon de second ordre transversal, c'est le sillon pariétal ou intrapariétal. Ces deux sillons permettent d'individualiser sur la face latérale du cerveau 3 gyrus. En arrière du sillon central, le gyrus post-central, qui est le point de projection des voies de la sensibilité générale, voie spinothalamique, voie du lemnisque médial. En arrière du gyrus post-central, les gyrus pariétal supérieur P1 et pariétal inférieur P2 correspondent globalement à des aires sensitives associatives, c'est-à-dire dont la fonction est l'interprétation des stimulus sensitifs. Donc le lobe pariétal va être le lobe globalement de la sensibilité. Le lobe temporal, qui est situé en dessous du sillon latéral, est parcouru par deux sillons temporaux, supérieur et inférieur, permettant d'individualiser sur la face latérale du lobe temporal 3 gyrus temporaux, supérieurs T1, moyen T2 et inférieur T3. Sur le plan fonctionnel, la partie la plus importante de ce lobe temporal est constituée de gyrus qui sont situés au niveau de la lèvre inférieure du sillon latéral lorsqu'on écarte ce sillon à l'aide d'un écarteur. On peut le représenter ici en dessous, simplement par... si on écarte à l'aide d'un écarteur, eh bien, on voit apparaître au niveau de la lèvre inférieure du sillon latéral 2 ou 3 gyrus transversaux. 2 ou 3 gyrus transversaux. Ce sont les gyrus auditifs que l'on trouve donc au niveau de la partie enfouie, cachée de la lèvre inférieure du sillon latéral. Ces gyrus transversaux, ce sont les gyrus auditifs ou gyrus décrits par Eschel. Et ces gyrus auditifs correspondent, donc on va trouver à peu près par ici, correspondent aux voies de projection, à la zone de projection primaire, des voies de l'audition. Dans la continuité des deux sillons temporaux, on trouve en arrière 2 sillons occipitaux permettant d'individualiser des gyrus occipitaux supérieurs au 1, moyen au 2, inférieur au 3, qui se placent en réalité dans la continuité morphologiquement des gyrus temporaux
correspondants. Ces aires sont associées à l'interprétation des voies visuelles, puisque, on va le voir dans un instant, la partie fonctionnelle la plus importante du lobe occipital, c'est le lobe de la vision, va se trouver à la face médiale essentiellement du cerveau. Deux petits gyrus supplémentaires apparaissent, un à l'aplomb du sillon latéral et l'autre un peu plus petit à l'aplomb du sillon temporal supérieur. Alors, ils sont, je vais vous les citer, je ne vous demande pas de les apprendre, ça c'est peut-être un peu... on les appelle supramarginal et angulaires, mais il faut savoir que fonctionnellement, et au niveau de l'hémisphère dominant, c'est-à-dire le plus souvent l'hémisphère gauche pour les droitiers, eh bien cette zone va correspondre à la zone idéative du langage, c'est la zone de l'aire de Wernicke, où est réalisée la programmation du langage oral. Et donc des altérations spécifiquement de cette région, notamment au niveau vraiment de l'extrémité du sillon latéral, donnent des aphasies, c'est-à-dire une incapacité de s'exprimer oralement, et une aphasie de Wernicke, c'est-à-dire avec un langage qui peut être articulé sur le plan moteur, mais qui est totalement incompréhensible. Voilà, donc voici pour les structures qui peuvent être visibles sur une vue latérale du cerveau. Si l'on réalise une coupe sagittale du cerveau, donc on va séparer les deux hémisphères, droit et gauche, qu'on retourne cette vue, on va pouvoir maintenant s'intéresser à la morphologie interne, enfin de la face interne du cerveau, et nous allons représenter, là encore une fois, une vue interne de l'hémisphère gauche, cette fois-ci, orientée ventralement et crânialement. Et nous allons, pour représenter cette vue médiale, représenter dans un premier temps ce qui va être dans notre plan de coupe, c'est-à-dire les structures médianes, en partant du tronc cérébral. Puis ensuite, on construira en profondeur du plan du tableau la face médiale de l'hémisphère correspondant, c'est-à-dire de l'hémisphère cérébral. Alors, on va essayer de garder rien de proportion. Si l'on part de la coupe frontale, de la coupe sagittale, du tronc cérébral, on va donc voir apparaître vers le bas les trois étages du tronc cérébral, que sont la moelle allongée, puis le pont, qui forme donc la partie la plus saillante en avant du tronc cérébral, puis vers le haut, le mésencéphale qui apparaît constitué des deux pédoncules cérébraux qui, au départ, sont proches l'un de l'autre sur la ligne médiane, donc qui apparaissent épais, et qui, petit à petit, s'écartent l'un de l'autre, et donc qui vont ressortir de notre plan de coupe. Donc, moelle allongée, pont et mésencéphale. En arrière du plan de coupe, à la partie postérieure, autre structure que l'on va pouvoir mettre en évidence du tronc cérébral, c'est la face postérieure de la moelle allongée qui s'ouvre sous le cervelet qui est en arrière pour donner la toile choroïdienne du quatrième ventricule, puis la face postérieure du pont qui est en continuité, et la face postérieure du mésencéphale marquée par les colliculus, c'est la lame tectale. Et nous allons pouvoir placer, ici en arrière comme ceci, le cervelet qui est appendu à la face postérieure du tronc cérébral. Vers le haut, maintenant, nous allons, une fois rappelés ces éléments de coupe, eh bien, construire les éléments qui vont apparaître au niveau
de la face médiale au niveau de la coupe sagittale médiane du cerveau. Le mésencéphale va se placer en continuité en avant, avec ici le pédoncule hypophysaire, la tige hypophysaire, à l'extrémité de laquelle va apparaître, appendue ici, l'hypophyse, petite glande endocrine, qui est appendue à la face inférieure du cerveau. Au-dessus de l'hypophyse, le pédoncule hypophysaire ou l'infundibulum hypophysaire va être relié au chiasma optique qui apparaît à peu près à l'aplomb de l'hypophyse, au-dessus d'elle, et ce chiasma optique va apparaître en continuité avec la région septale qui aboutit vers le haut à une petite commissure de substance blanche reliant les deux lobes frontaux, c'est la commissure antérieure. En arrière, au-dessus du mésencéphale, va apparaître la commissure postérieure, la glande épiphyse, ou corps pinéal, relié au-dessus à la commissure de l'abénula. Lorsque vous séparez les deux hémisphères cérébraux, vous allez intéresser, dans un premier temps, sur le plan de coupe, la principale, la plus grosse des commissures interhémisphériques. Cette commissure, c'est le corps calleux. Le corps calleux apparaît sous la forme d'une virgule à extrémité antérieure fine et à extrémité postérieure renflée. Il va être constitué en avant, en continuité de la commissure antérieure, par un bec ou rostrum, ou rostre du corps calleux. Puis il forme un genou, puis un corps, et enfin en arrière, le corps calleux forme une extrémité postérieure renflée, c'est le bourrelet ou splénium du corps calleux. Le corps calleux représente la partie haute, l'évolution de la partie haute de la plaque commissurale et donc principale commissure interhémisphérique, c'est-à-dire réseau de fibres nerveuses permettant la réunion, la connexion des deux hémisphères cérébraux. Sous le corps calleux se forme le fornix, l'autre commissure interhémisphérique, et le fornix va apparaître donc de cette manière. Il présente un corps qui est médian et appendu à la face inférieure du corps calleux par le septum pellucidum. Vers l'avant, le fornix se prolonge par une colonne qui va rejoindre le corps mammillaire qui apparaît à cet endroit dans la fosse optopédonculaire. Et en arrière, le pilier du fornix va venir amener cette commissure vers le lobe temporal. Ainsi, le fornix va être une commissure entre l'hippocampe, qui est un des noyaux du lobe temporal, et le corps mammillaire qui fait partie de l'hypothalamus. C'est donc une commissure hippocampo
mammillaires, ou hippocampo-hypothalamiques, impliqués notamment dans les mécanismes de la mémoire. En dessous de la zone des commissures, si vous reprenez le schéma d'embryologie, le schéma le plus à droite, on va trouver le thalamus, puisque le fornix commissure qui est la plus basse va, quand elle descend, entraînant avec elle le septum pellucidum, se poser sur le thalamus. Et donc le thalamus, ici, sur la coupe sagittale, va apparaître, ce sera le thalamus droit que nous allons avoir en profondeur du plan du tableau, et ce thalamus droit qui est parfois tellement développé que les deux thalamus droit et gauche se touchent en formant une adhésion interthalamique, mais qui n'est pas une commissure, il n'y a pas d'échange de fibres entre les deux thalamus. Eh bien, le thalamus ici va surplomber l'hypothalamus qui se trouve en dessous de lui et dont il est séparé par un sillon que je vous marque ici, qui est le sillon thalamo-hypothalamique. Donc, au-dessus du sillon thalamo-hypothalamique, on est au niveau du thalamus, en dessous, au niveau de l'hypothalamus. Le sillon thalamo-hypothalamique, étendu en avant, eh bien, le foramen interventriculaire, que je vous marque comme ça, foramen interventriculaire. Ça, eh bien, c'est le vestige du trou que l'on avait marqué sur le schéma ici du milieu. Et en arrière, eh bien, le sillon thalamo-hypothalamique tend vers la zone qui va mettre en communication la cavité du troisième ventricule qui se trouve entre les deux thalamus et celle du quatrième ventricule, c'est l'aqueduc du mésencéphale. Le troisième ventricule, coincé entre les deux thalamus, va être limité, séparé de la fissure transverse du cerveau qui est au-dessus, par l'abénula, que je marque ici, l'abénula, qui est un filet de substance grise qui parcourt la face médiale du thalamus et qui tend la toile choroïdienne du troisième ventricule. C'est un filet de substance grise qui est un résidu du toit du diencéphale au moment de l'embryogénèse. Donc, juste sur cette coupe, si l'on place maintenant les structures épindymaires, eh bien, on va les retrouver ici, tapissant donc ici le toit du troisième ventricule, la paroi antérieure du troisième ventricule, son plancher et sa paroi postérieure. Et ensuite, on va retrouver l'épendyme de l'aqueduc du mésencéphale et du quatrième ventricule qui va venir s'ouvrir ici au niveau de l'ouverture médiane du quatrième ventricule, faisant communiquer les espaces subarachnoïdiens et les cavités intracérébrales. Je ne placerai l'apimère que de la fissure transverse du cerveau, donc qui va s'immiscer, comme l'embryologie nous le prédisait, entre les commissures au-dessus et la toile choroïdienne en dessous, et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir appendu, je vais les représenter juste ici, les plexus choroïdes du troisième ventricule, qui sont donc ces granulations qui pendent au niveau du toit du troisième ventricule et qui vont avoir pour fonction de sécréter le liquide cérébrospinal. Et donc, ici, matérialisé par cette flèche rouge, nous sommes dans la fissure transverse du cerveau, entre la toile choroïdienne et sous le splénium du corps calleux. Bien, donc ces structures-là, elles sont visibles sur le plan de coupe, depuis la fosse crânienne postérieure jusqu'au niveau du corps calleux. Et lorsque, par exemple, vous serez amené à interpréter une IRM cérébrale en coupe frontale, commencez pour interpréter la structure, l'imagerie, par repérer les éléments les plus faciles à mettre en évidence, c'est-à-dire
le corps calleux. Et à partir du corps calleux, vous pouvez, en descendant, retrouver les différentes structures. D'abord commissurale avec le fornix et le septum pellucidum, puis le thalamus se voit bien, le sillon thalamo-hypothalamique est parfois visible. Et donc, vous allez avoir, sous la zone des commissures, au centre de la coupe, une partie liquidienne que l'on va trouver, là où je peux mettre quelques petites croix bleues, c'est le troisième ventricule. Et celui-là, si vous prenez la coupe sagittale chez l'embryon, vous le reconnaissez puisque c'est la cavité du troisième, c'est la cavité du diencéphale. Et au-dessus, eh bien, la fissure transverse du cerveau qui s'explique tout simplement par les phénomènes d'accolement que je vous ai décrits tout à l'heure. Nous allons maintenant pouvoir placer la face médiale de l'hémisphère cérébral, face médiale de l'hémisphère cérébral droit, avec ici le sillon central qui est le seul sillon venant de la face latérale et qui va se prolonger à la face médiale, permettant de séparer le lobe frontal en avant du lobe pariétal en arrière. La face médiale du cerveau est parcourue par un sillon qui a la particularité de former une ceinture qui s'enroule autour du corps calleux. Ce sillon, c'est le sillon du cingulum. Sillon du cingulum, pour ceinture, ceinture qui parcourt la face médiale du cerveau, qui s'enroule autour du corps calleux et qui permet de délimiter à la face médiale du cerveau un gyrus du cingulum autour du corps calleux et qui fait partie des structures du système limbique. Et le système limbique, eh bien, nous le retrouverons au deuxième semestre lorsque nous étudierons les voies de l'olfaction. Au-dessus du sillon du cingulum, la face médiale du lobe frontal apparaît, en avant du sillon central, avec la partie préfrontale en avant et la partie motrice plus en arrière. Et on a notamment, ici juste en avant du sillon central, la partie interne de l'aire motrice primitive dédiée à la motricité du membre inférieur. En arrière et du sillon central, c'est le lobe pariétal qui apparaît. Et le lobe pariétal, la face médiale du lobe pariétal, va être séparé par l'extrémité du sillon du cingulum en deux parties. Une partie antérieure qui forme ce qu'on appelle le lobule paracentral, qui fait fonctionnellement partie des voies de la sensibilité, c'est la continuité du gyrus post-central. Et en arrière du lobule paracentral, en arrière de l'extrémité du sillon du cingulum, se trouve une zone annexée aux voies de la sensibilité et qui s'appelle le précuneus. Précuneus, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi on l'appelle le précuneus. Fait partie des voies de la sensibilité, c'est la face médiale du lobe pariétal. Le lobe pariétal est séparé en arrière du lobe occipital par le sillon pariéto-occipital, et le sillon occipital va, à sa face médiale, être parcouru ici par un sillon qui est bien marqué au niveau de la face médiale du lobe occipital. Parfois, on peut en voir un tout petit bout ici qui dépasse, mais c'est surtout un sillon qui est visible à la face médiale. Ce sillon, c'est le sillon calcarin. Sillon calcarin. Le sillon calcarin délimite avec le sillon pariéto-occipital un gyrus qui forme un coin, d'où son nom de cuneus.
cuneus. C'est donc parce que ce gyrus forme le cuneus que le gyrus qui est situé en avant de lui s'appelle le précuneus. Une certaine logique. Mais surtout, et c'est ça le plus important, fonctionnellement, eh bien, les deux lèvres du sillon calcarin correspondent à la zone de projection des voies visuelles. Et donc, l'aire visuelle primaire va se trouver à la face médiale du cerveau, en arrière, au niveau du lobe occipital, de part et d'autre du sillon calcarin. OK ? Enfin, toujours sur la vue médiale, et à la face inféromédiale, cette fois-ci du lobe temporal, apparaît un sillon temporal inférieur permettant d'individualiser les gyrus temporaux T4 et T5, et surtout T5 présente vers l'avant un crochet, c'est l'incus ou crochet du lobe temporal, avec des noyaux qui sont annexés au centre de la mémoire et au cerveau des émotions. On y reviendra au deuxième semestre lorsque l'on fera les bases du système limbique. Voilà donc pour la morphologie de la face médiale de l'encéphale. Enfin, si maintenant nous prenons un cerveau que nous sectionnons, par exemple ici au niveau du, un cerveau qu'on prélève en sectionnant au niveau du mésencéphale et qu'on le voit en vue inférieure, on pourra donc étudier la base du cerveau, la face inférieure. Et cette face inférieure, eh bien, nous allons en représenter la moitié droite sur une vue inférieure orientée ventralement vers le haut du tableau et le côté latéral droit sur ma droite. On ne représentera qu'une demi-vue. À partir de la coupe du mésencéphale, qui va nous montrer le pédoncule cérébral en avant et la lame tectale en arrière. Et en particulier, on va, pour des raisons logiques de systématisation, réaliser la coupe du mésencéphale au niveau du corps géniculé latéral et du colliculus supérieur. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Si vous vous rappelez la vue antéro-inférieure du tronc cérébral, vous vous rappelez que la limite en avant du mésencéphale est marquée par le croisement entre le mésencéphale et les voies visuelles. Et effectivement, eh bien, ces voies visuelles, on va pouvoir les remettre ici avec les deux nerfs optiques, enfin, on va représenter que du côté droit, le nerf optique droit et gauche, qui se réunissent pour former le chiasma optique, qui se prolonge en arrière par le tractus optique qui s'enroule autour du tronc cérébral, autour du pédoncule cérébral, et qui va rejoindre le corps géniculé latéral. Alors, j'aurais pu être un petit peu plus généreux avec mon... Alors, il n'y a pas d'éponge. Ah si. Je vais quand même... Parce que, avant de mettre... Excusez-moi, avant de mettre les voies optiques, j'aurais pu quand même mettre un petit peu de pédoncule cérébral. Ça ne mange pas de pain. Et c'est plus facile pour la compréhension. Donc voici le plan de coupe avec donc les deux. Et on peut mettre quand même ici le pédoncule cérébral qui part latéralement, qui va donc s'enfoncer dans notre plan de coupe, et effectivement faire croiser par les voies visuelles, donc chiasma optique en avant, tractus optique qui rejoint en arrière le corps géniculé latéral. Bien, on peut représenter en jaune si vous voulez comme ça. Alors, entre les voies optiques en avant et la divergence des deux pédoncules cérébraux, apparaît la fosse optopédonculaire, au fond de laquelle sont les deux corps mammillaires, droit et gauche, et l'infondibulum hypophysaire,
que l'on va pouvoir placer ici en avant, et qui, cet infundibulum hypophysaire, normalement, se prolonge par l'hypophyse que l'on va ici retirer. Au-delà donc de ce plan de coupe, nous allons pouvoir placer à présent la face inférieure du cerveau, avec l'étage frontal en avant, l'étage temporal latéralement et occipital en arrière. Alors, la partie frontale apparaît particulièrement développée, et je vous rappelle que ce qui fait la différence entre l'homme et la bête, si j'ose dire, c'est le lobe frontal. Et si vous comparez un cerveau d'un primate non humain et un cerveau humain, la grande différence que vous allez voir, qui va vous frapper, c'est le développement très important du lobe frontal dans notre espèce. On va placer un tout petit morceau ici, un tout petit relief du lobe frontal gauche, pour faire apparaître, et du lobe occipital gauche, pour faire apparaître entre les deux hémisphères cérébraux la fissure interhémisphérique, au fond de laquelle apparaît le corps calleux, qui est la principale commissure interhémisphérique, que nous devons sectionner sur la ligne médiane pour obtenir ce type de vue, et qui sera visible en avant au niveau de son genou et en arrière au niveau du splénium. Apparaît ainsi sur cette vue inférieure le sillon latéral, avec en avant le lobe frontal, à la face inférieure duquel reposent les voies, les structures annexées aux voies olfactives. C'est le bulbe olfactif en avant, prolongé en arrière par le tractus olfactif, et marqué en arrière par une trifurcation, une bandelette qui va vers la région septale, une bandelette médiane qui va vers l'espace perforé antérieur et une bandelette latérale qui va dans le lobe temporal. En dedans des voies olfactives du tractus et du bulbe olfactif se place le gyrus frontal médial, et latéralement, la face inférieure du lobe frontal apparaît marquée par des sillons qui forment, c'est une observation qui est surtout une observation chez l'animal, dans l'espèce humaine c'est plus contourné, mais globalement on assimile les sillons de second ordre qui parcourent la face inférieure du lobe frontal à la lettre H majuscule, c'est pour ça qu'on parle de sillon en H. Et ces gyrus marquent leur empreinte au niveau de la partie orbitaire de l'os frontal qui apparaît relevée par cette morphologie. En arrière du sillon latéral se place la face inférieure du lobe pariétal, marquée ici du lobe temporal, marquée par l'incus, et dont la face inférieure apparaît marquée par les sillons. On retrouve ici la partie inférieure du gyrus temporal T3, puis on va retrouver les gyrus cités à l'instant, à savoir T4 et T5, avec son incus antérieur. Ces gyrus se prolongent, là le tableau est un petit peu court, par les gyrus correspondants au niveau du lobe occipital. Donc, l'encéphale, le cerveau, se présente sous la forme d'un ovoïde à grand axe antéro-postérieur, pesant environ 1,5 kg et qui présente trois faces, une face latérale, une face médiale et une face inférieure, marquée par des sillons permettant de délimiter des lobes puis des gyrus. Et on a vu là, de manière schématique les grandes fonctions associées à chaque lobe.
Si l'on réalise maintenant, alors je vais abaisser un peu le tableau du haut, puisque l'embryologie va nous servir pas mal pour comprendre ce qu'on va aborder maintenant. Si l'on réalise des coupes du cerveau, et ça, les coupes, eh bien, c'est le quotidien des médecins, des radiologues, des neurologues, du médecin généraliste, par du scanner, et avec une grande précision par de l'IRM, eh bien, on va pouvoir étudier la morphologie interne, la morphologie profonde du cerveau. Et les coupes que nous allons représenter, d'abord une coupe frontale moyenne, puis une coupe horizontale, eh bien, ces coupes, on les comprend très bien si on se réfère à l'embryologie. En coupe frontale, tout d'abord, nous allons représenter une coupe orientée vers le haut et vers la gauche, c'est donc une coupe en vue antérieure, et on ne représentera qu'une hémicoupe. Eh bien, sur une coupe frontale, eh bien, le centre de la coupe va être constitué, va présenter tout d'abord eh bien, la principale commissure interhémisphérique, c'est le corps calleux, qui permet de réunir les deux hémisphères cérébraux, droit et gauche. Sous le corps calleux vont apparaître des noyaux gris centraux qui dérivent pour certains du télencéphale, pour d'autres du diencéphale. Ces noyaux gris centraux, eh bien, ils sont le noyau codé venant se placer en coupe frontale au-dessus du thalamus, et là on est au niveau d'un dérivé diencéphalique. Sous le corps calleux apparaît une structure de substance blanche sagittale, c'est le septum pellucidum, auquel apparaît appendu le fornix reliant l'hippocampe et le corps mammillaire. En dehors du noyau codé et du thalamus, apparaît un autre noyau gris central, le noyau lenticulaire, dérivé du télencéphale. Donc, ces noyaux rejoignent la région du thalamus et de l'hypothalamus lors du phénomène d'accollement diencéphalo-télencéphalique décrit à l'instant. Et le noyau lenticulaire se présente sous la forme, globalement, d'un noyau triangulaire qui présente une partie superficielle périphérique formant le putamen du noyau lenticulaire et une partie centrale qui conforme le globus pallidus ou pallidum, globus pallidus, présentant une partie latérale et une partie médiale, ce qui fait distinguer un pallidum externe et un pallidum interne. Autour, nous pouvons placer maintenant la superficie de l'encéphale, avec au centre ici de la coupe la fissure interhémisphérique. Latéralement apparaîtra le sillon latéral, et vous voyez que le sillon latéral apparaît constitué de deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure, laissant au fond d'elle apparaître une zone de cortex. Je relève ici le cortex cérébral,
c'est le cortex de l'insula. Vers le bas apparaîtront les gyrus temporo-occipitaux. Ici, on peut dire qu'on se place au niveau temporal, avec ici la région de l'hippocampe. Et nous plaçons ici la face inférieure du cerveau, avec les corps mammillaires. On considère que la coupe passe au niveau des corps mammillaires. Je place ici un petit morceau du thalamus contralatéral pour expliquer maintenant ce que l'on voit au niveau de la structure interne du cerveau. Alors nous avons, sous le cortex cérébral, substance grise, de la substance blanche. Et cette substance blanche, eh bien, elle forme le centre ovale au-dessus des capsules. Et donc ici, avec certaines fibres comme ceci qui sont des fibres transversales et qui vont passer dans les commissures, et d'autres fibres qui vont constituer des fibres ascendantes ou descendantes, permettant de relier les zones corticales avec les régions sous-corticales. En dessous du centre ovale apparaissent entre les noyaux gris centraux les capsules, avec entre le noyau codé et le thalamus d'une part et le noyau lenticulaire latéralement, la capsule interne. Et cette capsule interne, en coupe frontale, apparaît verticale, oblique, mais on ne lui décrit pas de bras antérieur, de postérieur ou de genou. Cette notion est une notion qui se décrit sur une coupe horizontale, qui s'entend en coupe horizontale. Nous avons ensuite, en dehors du noyau lenticulaire, et de part et d'autre d'un noyau qui forme une lamelle de substance grise et qui s'appelle le claustrum, deux capsules, que sont la capsule externe entre le noyau lenticulaire et le claustrum, et la capsule extrême entre le claustrum et le cortex de l'insula. C'est au centre de la coupe que vont apparaître les zones, les cavités liquidiennes intracérébrales. La cavité du diencéphale, le troisième ventricule, tapissé d'épendymes, va venir se retrouver au centre de la coupe sous la forme d'une lame antéro-postérieure, coincée entre le thalamus droit et le thalamus gauche. Son toit va être constitué par la toile choroïdienne du troisième ventricule, qui sépare le troisième ventricule de la fissure transverse du cerveau qui se trouve au-dessus, entre les deux thalamus, le troisième ventricule et le fornix. Nous avons ensuite, latéralement, le ventricule latéral qui creuse la cavité télencéphalique primitive et qui va présenter un plexus choroïde qui se développe à partir de son plancher. Et l'origine du plexus choroïde du ventricule latéral vient d'une structure que l'on appelle la fissure choroïdienne, qui se place au contact de la fissure transverse du cerveau. Il existe un ventricule latéral droit et un ventricule latéral gauche. Nous avons donc ici l'autre ventricule latéral. Voici donc la morphologie. Alors vous avez au niveau du ventricule latéral, du fait du phénomène d'enroulement de la vésicule télencéphalique primitive, si on replace ici un petit peu de pymère périphérique, eh bien une corne
temporal qui se place dans le lobe temporal et muni également d'un plexus choroïde. Donc sur une coupe frontale du cerveau, on reconnaît finalement à peu près la même chose que l'on a sur la coupe embryologique, telle que représentée initialement, avec au centre des structures, donc thalamus, région hypothalamus qui est assurée ici avec les corps mammillaires, et entre les deux, une cavité qui correspond à la cavité du diencéphale dont dérivent le thalamus et l'hypothalamus. Et nous avons autour l'évolution de la vésicule télencéphalique primitive, c'est l'hémisphère cérébral, avec au centre une cavité qui forme un fer à cheval qui suit en fait l'enroulement de la vésicule télencéphalique primitive et que l'on va retrouver au sein de cette masse que forme l'hémisphère cérébral. Et nous avons, bien sûr, entre les deux hémisphères cérébraux, les commissures qui permettent de les relier, ces deux commissures principales étant le corps calleux et, au centre de la coupe, le fornix. Si l'on réalise maintenant une coupe horizontale, alors c'est une coupe parce que, bien évidemment, si on prend les différents schémas qui ont été faits, vous imaginez bien que, en fonction du plan de coupe, en fonction du niveau, on va rencontrer diverses structures. Donc il n'y a pas une unique coupe horizontale. La forme de la coupe horizontale, elle va changer en fonction de si vous êtes très proche du sommet du cerveau ou si vous êtes plus proche de la base. Donc, pour poser les structures, on propose une coupe moyenne qui permet de remettre les différentes structures et de poser la morphologie interne du cerveau. Et donc, sur cette coupe horizontale que l'on doit comprendre en vue inférieure, telle qu'elle sera vue en scanner ou en IRM, et donc dont l'orientation sera ventrale et gauche. Toujours, les coupes horizontales sont toujours en vue inférieure. Eh bien, sur une vue inférieure, on va représenter une hémicoupe. Elle va s'inscrire dans un ovoïde à grand axe antéro-postérieur, et l'interprétation de la coupe devra repérer les points de repère caractéristiques faciles à mettre en évidence, et ces éléments de repère, eh bien, c'est comme toujours au niveau du système nerveux central, le corps calleux. Corps calleux situé au centre de la coupe et qui est une structure, notamment en IRM, qu'il est très aisé de mettre en évidence. Alors le corps calleux, il a une forme de virgule, on l'a vu, avec sa partie antérieure effilée et puis sa partie postérieure qui est renflée. Si vous faites une coupe horizontale, ce sont souvent des coupes qui sont un petit peu obliques, puisqu'en fait elles se mettent perpendiculaires à l'axe du tronc cérébral. Les radiologues appellent ça le plan de Taleyrac, peu importe. Si vous faites une coupe horizontale et qui passe par la partie centrale du cerveau, vous allez intéresser le corps calleux deux fois, puisqu'il y a un phénomène d'enroulement. Et donc vous allez l'avoir en avant au niveau de son genou et en arrière au niveau de son splénium. À partir de là, on peut placer le cortex cérébral qui va donc dessiner la périphérie de notre coupe, et le cortex cérébral qui va donc venir ici s'inscrire dans un ovoïde à grand axe antéro-postérieur
marquée par des sillons, la présence des sillons au niveau du cortex permettant d'en augmenter la surface. Et donc plus le modèle que l'on étudie est complexe, plus les sillons sont profonds et contournés, permettant de donner au gyrus un aspect plus contourné. Et c'est la raison aussi pour laquelle sur les schémas, on représente des cerveaux simplifiés qui en réalité s'inspirent du modèle du cerveau du macaque. On reconnaîtra ici sur la coupe horizontale, latéralement, le sillon latéral en profondeur duquel apparaît le cortex de l'insula. En profondeur de la coupe, entre le genou du corps calleux en avant et son splénium en arrière, vous allez retrouver les noyaux gris centraux avec le noyau codé dont la partie antérieure va ici être intéressée, c'est la tête du noyau codé, et latéralement et en arrière va apparaître ici le thalamus, dont on voit la morphologie ovoïde. C'est le plus gros noyau gris de la base du cerveau. Il fait 4 cm de long, à peu près 2 cm de large, donc c'est un très très gros noyau et qui est à peu près le relais de toutes les voies motrices dans la motricité automatique, sensible, surtout parce qu'on dit que le thalamus est le relais de toutes les sensibilités. Sans rentrer dans le détail de la morphologie des noyaux gris centraux, on n'en a évidemment pas le temps, mais si on prend le thalamus, le noyau codé porte ce nom parce qu'il a une queue. Et si l'avant étant ici la même orientation que le corps calleux, si on prend autour du thalamus, bien le noyau codé est un noyau qui présente une tête antérieure, puis un corps, puis une queue qui va s'enrouler et va partir dans le lobe temporal. Et donc, si l'on fait une coupe horizontale, comme ceci, bon, il faudrait que, on va dire que la tête du noyau codé, il faudrait la concevoir voilà, un petit peu plus volumineuse, eh bien, on va retrouver la tête du noyau codé sectionnée en avant, c'est ce qu'on a ici, mais on va retrouver sa queue sectionnée en arrière, et c'est la raison pour laquelle eh bien, elle va apparaître ici. Et donc, on a ici cette structure caractéristique. Alors, latéralement se place le noyau lenticulaire avec son putamen externe et ces deux parties internes que forme le globus pallidus. Et donc, on voit se dessiner entre le noyau codé et le thalamus médialement et le noyau lenticulaire latéralement, la capsule interne, faite de substance blanche, et cette fois-ci, sur une coupe horizontale, eh bien, on voit que la capsule interne est définie par un bras antérieur, un bras postérieur, et entre les deux bras, un genou. J'aurais appelé ça un coude, enfin bon, ça s'appelle le genou, c'est comme ça. Et eh bien, rappelez-vous, on vous le redira, c'est Madame Dujardin qui vous redira ça au deuxième semestre, mais le genou est la partie postérieure la partie antérieure du bras postérieur de la capsule interne correspondent à la section de la voie pyramidale. Elle passe ici, elle se concentre ici au niveau du genou et du bras postérieur de la capsule interne. Si on remet ici le claustrum, qui est cette petite bande de tissu de substance grise qui répond au cortex de l'insula, eh bien on définira la capsule externe et la capsule extrême. Au niveau du centre de la coupe, apparaît appendu au corps calleux le fornix par l'intermédiaire du septum pellucidum, permettant de déterminer
ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses aujourd'hui, permettant de délimiter en avant ici la partie frontale du ventricule latéral, permettant de retrouver ici en avant et en arrière, je vais le placer comme ça, la fissure transverse du cerveau, en avant et en arrière, parce que, eh bien, là aussi, si on reprend la vue ici médiale, vous voyez que la fissure transverse du cerveau, elle a une forme incurvée, et si on fait une coupe horizontale, notre coupe, on l'a fait à peu près, enfin, c'est un peu, voilà, je ne voudrais pas saloper mon schéma, mais en gros, vous voyez que, vu l'incurvation de la fissure transverse du cerveau, allez, hop, on va dire ça comme ça, eh bien, si on fait une coupe dans ce plan-là, on aura de la fissure transverse en avant, du troisième ventricule, de la fissure transverse. D'accord ? Et c'est exactement ce que vous retrouvez ici. Fissure transverse du cerveau, en avant et en arrière. D'ailleurs, on a dans la fissure transverse du cerveau les deux veines cérébrales internes. Je les place ici sur sa partie antérieure. Et entre les deux vient s'interposer le troisième ventricule, ventricule du diencéphale, interposé entre les deux thalamus. En arrière, eh bien, va se placer, si l'on place ici en avant du corps calleux la partie postérieure du fornix, le pilier du fornix, eh bien, va se placer le prolongement postérieur, la corne postérieure ici, la corne occipitale et l'atrium du ventricule latéral, puisque le ventricule latéral, ventricule du télencéphale, va suivre l'enroulement télencéphalique, et donc, de la même manière que l'on a coupé à deux reprises en avant et en arrière le corps calleux, la fissure transverse du cerveau, eh bien, on va retrouver effectivement l'enroulement du ventricule latéral. Voici donc quelques éléments de morphologie du système nerveux central. Donc, cerveau qui se présente sous la forme d'un ovoïde antéro-postérieur, 1,5 kg de masse, qui dérive d'une vésicule primitive, le prosencéphale, qui va se diviser en 3 vésicules, une vésicule médiane diencéphalique à l'origine du thalamus, de l'hypothalamus et du troisième ventricule, 2 vésicules latérales télencéphaliques qui s'enroulent, qui se plicaturent, formant les 2 télencéphales. La mémoire de ces vésicules creuses primitives dessine la morphologie des ventricules cérébraux qui vont creuser le cerveau. Sur la ligne médiane entre les 2 thalamus et les 2 hypothalamus, le troisième ventricule, et dans l'épaisseur des hémisphères cérébraux, les ventricules latéraux. Le cerveau est donc constitué de plusieurs lobes qui sont eux-mêmes divisés en gyrus, et sur le plan fonctionnel, et si on veut résumer les choses d'une manière simple, eh bien, le lobe frontal, c'est plutôt en arrière la motricité et en avant c'est la mémoire, le comportement, la régulation du comportement, donc avec les déficits moteurs et comportementaux qui caractérisent le syndrome frontal. Le lobe pariétal en arrière est le lobe de la sensibilité, avec notamment dans le gyrus post-central la projection de toutes les voies extéroceptives. Le lobe temporal, notamment au niveau, alors c'est ici, ici au niveau du lobe temporal, eh bien, c'est la projection de l'aire auditive primaire, donc qui se projette au niveau de la partie interne de la lèvre inférieure du sillon latéral, lobe temporal, donc lobe de l'audition.
Le lobe occipital, surtout à la face médiale du cerveau, c'est le lobe de la vision, avec la projection des voies visuelles et toutes les aires associatives visuelles. Et au fond du cerveau, vraiment dans sa partie la plus profonde, autour du corps calleux et sous le sillon du cingulum, se dessine un gyrus qui est le gyrus du cingulum, qui, avec les voies de l'olfaction, avec l'hypothalamus, avec des noyaux du lobe temporal, en particulier l'hippocampe, eh bien, fait partie de ce qu'on appelle le système limbique, qui est important pour la régulation de l'émotion, la mémoire et donc l'interprétation des voies de l'olfaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'en ai fini avec le cours d'aujourd'hui et je vous reverrai une toute dernière fois à la rentrée, je pense, pour attaquer les cours sur la face avec les muscles de la mastication et les muscles du SMAS. Bon après-midi.